Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 16. Cette semaine, c'est un hors-série que je vous propose, dédié aux parents qui sont passés par les maisons de la Fondation Ronald McDonald pour pouvoir être auprès de leurs enfants hospitalisés. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans la matrescence. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation, dans le sport, à la télé, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de presque 2 ans, Ella. Avec ce podcast, j'ai voulu mettre des mots sur le vécu des femmes, notamment autour de la maternité. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou. Je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Cet épisode me tient particulièrement à cœur. C'est un hors-série développé en partenariat avec la Fondation Ronald McDonald. Cette fondation, sous l'égide de la Fondation de France, construit et permet de faire vivre des maisons de parents à proximité des hôpitaux pour que plus aucun enfant hospitalisé ne soit séparé de sa famille. À cette occasion, je suis allée à côté de Mulhouse rencontrer Fabienne, maman de 2 adorables petites filles. Fabienne a décidé de faire un enfant toute seule, à 36 ans, via une PMA. Et lors de la naissance de sa première fille, Morgane, Fabienne apprend que son bébé est trisomique. Une partie de son monde s'écroule, elle est seule et n'avait jamais envisagé être maman d'une petite fille handicapée. Et pourtant, elle l'aime plus que tout et met tout en place pour lui offrir la meilleure vie possible. À 14 mois, les médecins annoncent à Fabienne que son bébé est atteint de leucémie. Pour la 2e fois, son monde s'écroule. Fabienne s'engouffre dans ce tourbillon sans réfléchir et passera 5 mois dans la maison de parents de Strasbourg où elle est hébergée. Un soulagement quand on habite à 100 km de l'endroit où est hospitalisé son enfant. Dans cet épisode, elle nous raconte la résilience qu'il lui a fallu, les forces insoupçonnées qu'elle a développées face à l'adversité. Et aujourd'hui, Morgane a 8 ans et elle va bien. Elle a même une petite sœur, Julie, de 6 ans, qui est en pleine forme. L'épisode est bouleversant et en même temps rempli de vie et d'espoir. Très bonne écoute à vous. Bonjour Fabienne. Bonjour Clémentine. Merci beaucoup de me recevoir chez vous, à côté de Mulhouse, avec vos 2 filles qui sont là dans la pièce. On les entendra sûrement et c'est pas grave. Avec Morgane et Julie, qui sont grandes maintenant. Vous êtes plus du tout dans la période postpartum. Tout à fait, elles ont 6 ans et 8 ans. D'accord. On est ici pour parler de plein de sujets en même temps, parce que vous avez une histoire particulière, complexe et intense. C'est forcément intéressant parce que vous avez vécu 2 maternités complètement différentes. Et moi, ma première question, c'était, au-delà de votre histoire personnelle et de l'histoire des filles, est-ce que la maternité, ça a changé quelque chose en vous ? Forcément, ça m'a bouleversée, ça m'a rendue aussi beaucoup plus humaine, avant tout. Ça m'a rendue plus femme et encore plus responsable. Alors, quand vous avez eu votre première petite fille, Morgane, vous aviez quel âge ? J'avais 37 ans. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup le parcours pour avoir un Morgane ? Bon, j'avais 36 ans à l'époque quand j'ai souhaité fortement avoir un enfant. Je n'étais pas accompagnée ou la personne avec qui j'étais ne souhaitait pas d'enfant. Donc, j'ai décidé de regarder pour pouvoir avoir un enfant à l'étranger par la PMA, grâce à un donneur anonyme. Donc, je suis allée en Belgique, sachant qu'en France, ce n'est pas possible en tant que mère célibataire. En Belgique, j'ai été très très bien accueillie. C'était un parcours déjà très réfléchi. J'essayais de m'imaginer mère, seule, élevant seule mon enfant, allant travailler, parce que ma profession a toujours été importante dans ma vie et je ne souhaitais pas rester mère au foyer. Je souhaitais continuer à m'épanouir dans ma vie professionnelle tout en réalisant mon grand souhait d'être mère. Je ne savais pas si ça allait marcher. Jusqu'à présent, la gynécologue était toujours assez pessimiste par rapport à mes chances d'avoir un enfant.
Et donc, je lui ai dit, je vais voir, on verra à l'issue ce qui se passera. Donc, j'ai fait les démarches en Belgique où j'ai été très, très bien accueillie. Morgane est venue au bout de la deuxième fois, au deuxième essai. Et toute la grossesse s'est fantastiquement bien passée. J'étais très épanouie, comme beaucoup de femmes enceintes. Morgane ne s'est pas tournée en fait dans mon ventre, donc il a fallu planifier une césarienne programmée. Donc j'ai décidé un petit peu de la date de son arrivée. On a décidé que c'était avec la gynécologue un 1er décembre. Et en fait, il y a eu aussi tout cet aspect très médicalisé en fait de la grossesse, de la maternité, puisque c'était une PMA. Puisque c'était aussi un accouchement par césarienne programmé. Et j'étais seule. Donc voilà, j'étais un petit peu angoissée par tous ces aspects-là auxquels je ne m'étais pas renseignée. Et du coup, c'était un petit peu froid, toute cette ambiance, parce que les médecins sont occupés aux gestes à la préparation de l'opération. Les infirmières soutiennent l'ensemble, mais en tant que personne, c'est vrai qu'on se sent très très seul. Ensuite, Morgane est née, on me l'a présentée, je l'ai trouvée très très jolie. Et je me rappelle une personne, c'était le pédiatre, m'a demandé comment elle allait s'appeler. Et je me rappelle qu'il avait un regard insistant sur moi. Moi, j'ai juste pu dire « Tu es très jolie, Morgane ». Et en fait, Morgane a été pris pour avoir tous les soins suite à la naissance. Et moi, je suis allée en salle de réveil. Quelques heures après, j'ai pu rejoindre ma fille. Et puis, j'étais encore un petit peu sous l'effet de l'anesthésie, etc. Et d'un seul coup, la gynécologue est apparue dans la salle où j'étais avec ma fille. Elle était un petit peu stressée. Et puis, elle m'a à peine dit bonjour. Elle m'a dit je comprends pas. Moi qui la connaissais, c'est une personne qui est très, très investie aussi dans son travail, je lui ai dit qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et puis elle m'a dit il y a un soupçon de trisomie pour votre fille, mais j'ai regardé tout le dossier, je ne comprends pas, il n'y a aucun signe. C'était un gros choc pour moi, étant seule dans la salle avec mon enfant, que je trouvais très jolie, et j'avais vu aucun aspect physiquement sur mon enfant qui pouvait m'indiquer qu'elle était différente. Et puis pendant la grossesse, justement, tous les tests s'étaient révélés bons, donc je n'avais pas non plus mis l'éventualité que je pouvais donner naissance à un enfant différent, donc je n'étais pas du tout prête non plus à sa différence. Et ça a été un moment de grand, comment dire, un trou noir énorme, parce que je ne souhaitais pas un enfant porteur de trisomie. Je n'étais pas prête à l'élever. Je ne savais pas ce que c'était que d'être mère non plus. Donc ça a été en fait pendant 48 heures un tourbillon impensable en fait dans ma tête. Je me rappelle aussi que j'avais eu la visite à l'époque encore de mon petit ami qui lui aussi était bouleversé. Ce n'était pas le père biologique, mais on était tous les deux dans un désarroi, et je pense que tout le monde autour de moi était dans un gros désarroi, et moi la maman forcément je devais faire face. Je n'arrivais même pas à pleurer. Du coup j'ai demandé en urgence en fait qu'un psychologue vienne me voir pour que je puisse mettre des mots sur ce qui se passait, parce que je n'arrivais même pas à sortir aucune émotion. J'étais dans
c'était comme un trou noir. Et je n'avais pas du tout envie de prendre mon enfant dans les bras aussi. Ce qui était embêtant parce que je rejetais en fait cet enfant. C'était pas celui-là que je souhaitais. C'était un enfant différent qui était venu. Et grâce au psychologue, à cette venue du psychologue, j'ai compris aussi que déjà toute la maternité, je l'avais vécue très médicalisée puisque j'étais un enfant issu de PMA. Un accouchement par césarienne, c'est encore un aspect très médical. Et donc il y avait plusieurs choses déjà que j'avais à digérer et que effectivement je devais prendre conscience aussi que devenir mère, c'était aussi accepter beaucoup. C'était aussi d'accepter qu'il n'y a pas de garantie. Il n'y a aucune garantie. Et toute la vie, il n'y a pas de garantie d'être mère. Et il peut se passer énormément de choses. Vous dites que cette personne, psychologue, homme-femme, je ne sais pas, vous a aidé. Comment est-ce que ça s'est mis en place, alors, le lien d'attachement pour que vous arriviez à avoir un rôle, une émotion d'amour envers Morgane? Alors, ça a été plusieurs situations qui ont mené à cette prise de conscience. Lorsqu'elle est née, elle a suivi tout un bataillon de tests suite aux soupçons de trisomie. Donc, on a testé son sang, elle a fait des encéphalogrammes, on a testé son audition et on m'a dit que probablement elle était sourde, que probablement qu'elle avait une réaction leucémique. Donc il fallait l'en transférer immédiatement dans un autre hôpital. Donc tout de suite, il y a eu ce mot de leucémie posé à sa naissance. Une réaction leucémique. Je vous disais donc que le mot leucémie a tout de suite fait partie de votre vocabulaire dès sa naissance, en fait. Oui, dès les premières 24 heures. Ah oui. On m'a dit que l'analyse de sang révélait qu'elle avait une réaction leucémique et qu'il fallait prévoir son transfert dans un autre hôpital. On m'a aussi demandé de remplir des papiers parce qu'il y avait une présomption aussi qu'elle était sourde. Donc il y a eu plein de diagnostics ou de présomptions de diagnostic, je ne connais pas le terme exact, mais qui étaient très lourds en fait pour une mère à entendre, pour une toute jeune maman. Et il y a eu cette préparation au transfert dans un autre hôpital qui certes n'était pas très loin, donc c'était à quelques kilomètres seulement dans la même ville, mais on m'a prévenu que je n'allais plus être avec mon enfant dans la même pièce, que l'enfant allait être hospitalisé en prénatal pour être suivi suite aux réactions leucémiques et que ça allait durer un certain temps. Et qu'avec peut-être un peu de chance, j'allais être transférée moi aussi, mais de toute façon, on ne serait plus ensemble pendant la période-là. Donc mon enfant a été transféré. Et je l'ai vu dans cette genre de couveuse, en fait, à un jour. Donc en fait, j'avais ma petite fille qui était dans cette couveuse et qui était préparée avec tous les papiers. C'était un petit peu comme une boîte. Certes, elle était vivante, mais on vous l'a enlevée. Ouais. Et ça a duré combien de temps avant que vous la rejoigniez ? Alors, j'ai pu être transférée le lendemain. D'accord. Et j'ai pu aller directement la voir. Je sortais de césarienne, donc j'avais aussi des difficultés motrices, en fait. J'avais une certaine souffrance, en fait, le temps que tout se remette en place. Et j'avais pas mal à marcher entre ma chambre et la néonate. Donc des fois, j'ai demandé un fauteuil roulant pour me déplacer. Et puis, je l'allaitais aussi. Donc j'avais une difficulté en fait à la faire boire. Elle était en hypotonie. Donc je
je préparais le lait et puis j'allais lui donner en biberon. Ça aide à créer le lien jusqu'à ce qu'une infirmière de néonat a regardé en fait pourquoi elle buvait pas directement au sein. Il m'a dit mais votre fille est tout à fait normale, elle a une bonne succion, donc il n'y a pas de raison. Et elle m'a mis en confiance. C'était aussi une autre personne après le psychiatre de l'hôpital, du premier hôpital. Cette personne-là m'a mis en confiance que mon enfant possédait tout ce qu'il fallait pour pouvoir boire et je pouvais l'allaiter, je pouvais prendre confiance. Et ça, c'était aussi un aspect très important parce qu'à partir du moment où l'allaitement s'est bien passé, qu'on pouvait voir que l'enfant prenait du poids en ayant presque uniquement cet allaitement, le lien aussi se crée. Il y a un lien plus fort qui se crée. Pour autant, on était dans une chambre isolée de néonat, donc il restait encore tout cet aspect médical, ces suivis, cet aspect, qu'est-ce qui va encore arriver ? Parce que quand on vous donne le diagnostic, elle est sourde, elle a une réaction leucémique. Il faut faire des tests plus poussés pour vérifier d'autres aspects. Je m'attendais encore à une série d'hécatombes et je me suis dit, mais est-ce qu'elle va encore vivre la semaine prochaine ? Et en fait, le fait d'avoir eu très peur comme ça de la perdre a augmenté la rapidité, m'a aidé à commencer à créer un lien. Et pour autant, je dirais que j'ai continué à avoir du mal à accepter que j'avais un enfant différent. J'acceptais de la nourrir, d'en prendre soin, mais dans ma tête, je me projetais très mal avec un enfant différent. Et ce qui s'est passé, qui a vraiment forcé l'acceptation de l'handicap, c'est que Morgane, après 4 mois, le sang du bébé s'est régénéré par lui-même. Elle a pu se nettoyer des cellules cancérigènes et sans traitement. Donc, on a pu arrêter les suivis tous les 2 jours parce que la maternité, le congé mat s'est passé comme ça. Une fois qu'on est sorti de l'hôpital, il a fallu aller tous les 2 jours à l'hôpital faire un test sanguin pour vérifier si le sang se nettoyait ou si la leucémie prenait de plus en plus de proportions. Donc ça, c'était une première bonne nouvelle, c'est ça ? Voilà, au bout de 4 mois. C'était juste à la fin de mon congé mat, juste au moment où je reprenais d'un côté mon travail et d'un autre côté où je commençais une formation professionnelle assez intense. Je n'avais pas cette conscience-là avant d'être maman, que ça allait être très compliqué de gérer tout ça. Et en plus, l'handicap, et en plus, la maladie. Mais voilà, après, je trouve ça très, très bien de ne pas être conscient de tout, parce que sinon, on se met des barrières avant même de faire face. Et que finalement, de n'avoir rien lâché de tous mes choix m'a aussi permis de surmonter, en fait, les épreuves. Le fait d'avoir continué la formation professionnelle que je souhaitais, me permet de me rattacher à quelque chose qui m'était très important et de mieux assumer mon rôle de mère, bizarrement. C'est très paradoxal, mais c'est très vrai. C'était quelque chose de très moteur qui me sortait complètement de mon environnement aussi quand j'allais tous les 15 jours, 2 jours à La Défense à Paris. Donc je prenais le train très tôt, je faisais garder mon enfant pendant ces 2 jours. J'allais suivre mes cours, j'étais avec d'autres collègues d'école et on vivait un petit peu une vie d'étudiante qui me permettait aussi, quand je rentrais, d'avoir plus d'énergie pour tous les suivis qu'avait besoin Morgane. Vous n'avez pas repris le travail trop tôt, c'est ça Au bout de 4 mois. D'accord. Au bout de 4 mois après la naissance, oui. Et quand le diagnostic de dire votre fille a la trisomie 21, oui. Est-ce que vous cherchez toutes les informations possibles dessus ? Est-ce que vous vous laissez porter ? Comment est-ce que ça se déroule le départ ? Parce que comme vous n'étiez pas préparé à ça, j'imagine qu'il y a plein de questions qui se posent. Tout à fait.
À la maternité, on m'a fortement conseillé de ne pas aller sur Internet. C'est un conseil que j'ai suivi. On m'a dit, on trouve de tout, et c'est pas forcément ce qui va s'appliquer à votre enfant. Et ma nature fait aussi que je n'aime pas les chemins tracés d'avance, hein, et je me suis dit, je découvrirai par moi-même. Il y a beaucoup d'informations sur Internet. Chaque cas est différent. C'est aussi très important de comprendre, dans un handicap, chaque situation est différente. Chaque enfant a sa personnalité aussi. Ça, c'est super important de bien respecter la personnalité de l'enfant et de pas encore plus le mettre dans une boîte. Déjà, le fait de poser l'handicap, poser un nom sur l'handicap, a tendance à cataloguer l'enfant tout de suite. Et ce n'est plus l'enfant, c'est une maladie. La trisomie, le trisomique, la trisomique. C'est très dommage. Et en fait, moi, j'ai toujours trouvé ma petite fille hyper souriante, hyper agréable. Et je me suis dit, c'est Morgane. C'est pas d'abord une personne porteuse de trisomie, c'est d'abord Morgane. Donc ensuite, quelques personnes m'ont donné des pistes, parce que j'avais toujours l'image de la personne porteuse de trisomie adulte, alors que j'avais un enfant dans mes bras, un enfant qui avait besoin de se développer, qui avait besoin d'aide spécifique dans sa motricité, dans plusieurs aspects aussi médicaux, de manière à bien mettre sa croissance en route, son développement en route. Et donc il y a eu quelques personnes un petit peu plus habituées, un petit peu plus spécialisées, qui m'ont apporté des pistes et qui m'ont mis en contact avec des instituts qui m'ont aidée et qui sont venus aussi régulièrement et qui viennent régulièrement rendre visite à mon enfant et travailler avec elle. Donc ça, c'était très important de rapidement se mettre en contact avec des personnes qui connaissent l'handicap et pas seulement des histoires racontées sur Internet ou des points de vue. Voilà. Et généralement, j'aime bien me faire mon propre point de vue et ne pas suivre les mouvements de masse. Et comment ça s'est passé, l'annonce dans votre entourage ? Ça a été bien... Les gens étaient bienveillants, très bienveillants. J'ai même eu des amis qui ont essayé de me mettre en contact, qui m'ont mis en contact avec d'autres personnes de manière à ce que je puisse faire garder mon enfant qui n'avait pas le droit d'aller en crèche du coup. Donc la crèche était complètement... n'était pas indiquée à cause des maladies des autres enfants qui pouvaient porter préjudice à Morgane. J'ai eu de bonnes personnes en fait autour, des personnes bienveillantes, des personnes pour qui l'handicap n'était pas un problème en soi, qui avaient envie de mettre une pierre à l'édifice. C'est très très rare en fait que je suis tombée sur des personnes qui avaient beaucoup de problèmes avec l'handicap ou qui l'ont manifesté. Voilà. Je pense que personne n'était prêt dans mon entourage à accueillir un enfant porteur d'handicap, mais il y avait quand même beaucoup de bienveillance. Ça aide. Voilà, tout à fait. Après, pour en revenir à l'acceptation de l'handicap de mon enfant, ce qui m'a complètement bouleversée, c'est à l'âge de 16 mois, lorsque j'ai fait un bilan sanguin qui fait partie du cursus suite à sa première réaction leucémique, et que le pédiatre m'appelle vendredi à 21h du soir. C'est quand même pour la première fois, il m'appelle à mon domicile me disant je suis vraiment désolée, mais les résultats de prise de sang de votre fille ne sont pas bonnes. La leucémie a repris et il faut une hospitalisation immédiate.
Et il me donne tout le processus à suivre pour préparer ce qu'il faut emmener. Il me dit, l'hôpital est prévenu, ils vous attendent. Elle sera transférée demain matin, mais dès ce soir, il faut l'emmener, elle sera hospitalisée. Parce que là, vous vivez à Mulhouse et elle va devoir être transférée à Strasbourg, c'est voilà. ça hein? Alors, le pédiatre de Mulhouse m'appelle et me dit, dès ce soir, vous préparez telles et telles affaires. Vous vous rendez à l'hôpital de Mulhouse. Ils sont au courant, ils vous attendent. Et demain matin, elle sera transférée à Haute-Pierre. À Strasbourg. Voilà. Et là, encore une fois, c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas du tout préparé. C'est soudain. Tout à fait. C'était un gros choc. À nouveau, je n'avais pas de mots. J'étais juste un vrai robot. Comme plusieurs fois dans cette situation-là, j'étais un vrai robot qui suit à la lettre ce qu'on lui a dit. Mes émotions, je les ai parquées, je les ai garées à quelque part. Je ne savais pas trop ce qui m'attendait. Cette fois-ci, je savais que c'était plus grave, qu'il fallait suivre un traitement, qu'elle allait avoir des chimios. Le médecin m'a donné quelques informations là-dessus, mais je n'avais pas du tout conscience de ce qu'était une chimiothérapie pour un enfant et ce que ça allait impliquer dans ma vie. Donc j'ai suivi le processus sans avoir de connaissances en fait dans tout l'aspect médical que ça allait engendrer. Et de bouleversements dans votre vie tout à fait perso-professionnelle, puisque j'imagine à partir de ce vendredi-là, vous devez partir à Strasbourg et y vivre. Voilà. Donc c'est là où vous rentrez dans la maison des parents Ronald McDonald. C'est ça qui est une maison qui accueille les parents des enfants qui sont hospitalisés. Tout à fait. C'est une grande chance en fait au niveau de Haute-Pierre pour certains parents de pouvoir être hébergés à la maison McDonald de Haute-Pierre, notamment pour les parents qui habitent à une certaine distance de l'hôpital. Malheureusement, la maison ne peut pas héberger tous les parents dans cette situation-là. Il y a en tout cas à l'époque où j'y étais, c'était en fonction de la distance du domicile et donc de l'incapacité à rentrer tous les soirs de chez soi. Et vous avez conscience le vendredi soir que... Pas du tout. D'accord. Pas du tout, j'étais en mode robot. En plus, j'arrivais d'un grand déplacement professionnel à l'étranger. J'avais encore tout le jet lag. J'étais complètement... j'étais pas moi-même, j'étais juste un robot qui écoutait bêtement les recommandations et qui les suivait. J'ai pris mon enfant, je l'ai emmené à l'hôpital. J'ai demandé si je pouvais dormir avec elle dans la chambre. Et on m'a dit oui, mais demain, c'est l'ambulance qui l'emmène et vous ne pourrez pas aller dans l'ambulance. Donc je ne savais pas, moi, comment j'allais pouvoir rejoindre mon enfant à Haute-Pierre. Et je ne savais pas où j'allais être hébergée. J'arrive, donc l'ambulance part, j'essaie de la suivre. J'arrive à l'hôpital d'Haute-Pierre, je demande où est ma fille. On m'y conduit. Je vois le médecin qui commence à m'expliquer le protocole. Donc j'ai compris que ça allait être long. Et une personne m'explique que j'allais peut-être avoir une place d'hébergement pour parents à la maison McDonald. Mais dans ma tête, c'était pour 1 ou 2 nuits. Je n'avais pas du tout conscience de la durée. C'est aussi un mode de fonctionnement que j'ai toujours souhaité, c'est de ne pas avoir trop conscience des choses, de manière à mieux les vivre et à moins dramatiser en fait la situation. Donc en fait, il y a eu un très bon accueil, de très bonnes informations très tôt. Et j'ai su le soir, donc j'avais très peu d'affaires parce que je n'envisageais pas du tout de rester longtemps, que je pouvais dormir. Au moins dormir, me doucher. C'est très sympa en fait, ces hébergements. Il y a une chambre avec un petit dressing et puis une douche. Donc on peut s'isoler un peu.
Ce qui me permettait aussi de poursuivre un peu mes études le soir, une fois que ma fille était couchée, parce que j'étais un peu isolée, je pouvais travailler dans la chambre et un petit peu me rattacher à quelque chose qui était en mouvement, et je ne savais pas l'issue à laquelle... En fait, vous n'avez pas de notion de durée à ce moment-là? Non, on ne vous dit pas ça, le traitement va durer 3 mois et on verra. Enfin, il y a des étapes. Alors, on ne m'a pas dit tout de suite. Bien sûr, pour mon entreprise, je devais aussi oui, professionnellement, il faut s'organiser. Informer ce qui se passait. Et je crois dans la première semaine, on m'a fait comprendre que ça allait être un traitement de 5 mois minimum. Et là, ça a été le gros choc. Et pourtant, le médecin avait l'air de me dire, je crois qu'il m'a présenté, ça va être un traitement court de 5 mois. Et pour moi, c'était 5 mois, mais c'est une éternité. En fait, elle a eu la chance d'avoir un certain type de leucémie. On me l'a présenté comme ça. Votre fille porteuse de trisomie a un certain type de leucémie. On connaît très bien le traitement pour ce type de leucémie avec cet handicap. Le traitement est court, de 5 mois. Et pour moi, c'était une éternité. Je ne m'imaginais pas du tout vivre 5 mois comme ça. Donc ça veut dire pour vous vivre 5 mois à l'hôpital? À l'hôpital, c'est ça, voilà. En fait, c'est que toute votre vie, à ce moment-là, doit se résumer à... Alors, je ne me rendais même pas compte de cet aspect-là. Je me rendais compte que ma fille allait rester 5 mois. Des conséquences pour moi, je n'en étais pas encore consciente. Je m'imaginais que je pouvais peut-être travailler de l'hôpital pour l'entreprise, mais finalement la connexion Internet ne marchait pas bien, que c'était pas possible à l'époque. Et puis je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout prête à laisser mon enfant à l'hôpital et moi aller retourner travailler. Alors c'est la situation malheureusement que beaucoup de personnes vivent, c'est que l'entreprise ne va pas accepter que la personne ne vient plus au travail parce que l'enfant est hospitalisé. J'ai eu la chance d'être très soutenue par mon entreprise qui, en fait, m'a donné l'opportunité d'être en maladie, de me mettre en maladie, de manière à ce que je puisse rester 5 mois auprès de ma fille. Mais j'ai vu beaucoup d'autres parents, malheureusement, où c'était soit le licenciement, soit un devait continuer à aller au travail et un des deux parents se sacrifiait. J'aime pas le terme, mais c'est ça. Si, professionnellement, en tout cas. Se sacrifiait de manière à rester auprès de l'enfant. Quelles que soient les situations, il n'y en a aucune d'idéale. Ce que j'ai pu remarquer, en fait, dans tout ce cursus, c'est que toutes les familles souffrent. Qu'on soit seul, qu'on soit à deux, qu'on soit avec un seul enfant, qu'on soit avec plusieurs enfants, tout le monde souffre. Et c'est aussi un aspect de la maison McDo, c'est que c'est aussi un moyen de rencontrer d'autres parents dans des situations similaires, de faire des belles rencontres. La maison McDo, c'est aussi la représentation de la vie au quotidien. On s'entend pas avec tout le monde et on rencontre des gens avec qui on s'entend très bien et on se lie d'amitié. C'est un micro... c'est une micro-société. Voilà, une micro-société. Et il y a un accueil chaleureux, toujours. Ça a toujours été quelque chose de très, très agréable parce que les personnes qui y travaillent sont très motivées. Elles ont beaucoup de compréhension. Moi, je me demande toujours comment elles peuvent faire ce travail au quotidien, rencontrer plein de parents dans une certaine détresse et pouvoir continuer d'année en année à faire ce travail. Je sais que c'est très intéressant, mais d'un autre côté aussi, c'est très prenant au niveau énergie, je trouve, de soutenir plusieurs familles comme ça dans différentes situations. Vous êtes combien de familles dans une maison de parents ? À l'époque, je pense qu'il y avait une quinzaine de familles. D'accord. Voilà.
Et il y a pas d'enfants, on est d'accord, ce sont les 15 adultes. Ce sont des adultes. Il peut y avoir des enfants. D'accord. C'est vrai que les enfants peuvent être scolarisés déjà dans la ville ou le village dans lequel ils habitent, eux. Donc, s'ils ont un frère et sœur hospitalisés, on essaie de ne pas les déscolariser. Donc, les familles essaient de s'organiser pour que les autres enfants puissent continuer d'aller à l'école. Pour ceux qui ne sont pas scolarisés, ils peuvent vivre à la maison McDo, mais la journée, il faut que quelqu'un s'en occupe. Il y a quelques structures d'accueil, de ce que j'ai compris autour, ça peut s'organiser, mais c'est au cas par cas. Voilà. Comment est-ce qu'on gère la douleur de son enfant ? Personnellement, j'ai la chance que ma petite Morgane est très très facile à vivre. Elle a rarement eu des moments de détresse à l'hôpital. C'est sa nature. Elle est très souriante. Elle a une tendance à être... elle est très agréable en fait à vivre. Peut-être la trisomie la rend plus cool, je dirais. Je ne sais pas, par rapport à un autre enfant qui subit autrement la douleur... tout ça, ou c'est peut-être juste sa personnalité, mais je me suis rendu compte, c'était aussi une grande découverte de mon enfant, une très bonne surprise par cette hospitalisation, que j'avais une petite fille vraiment très agréable. Et du coup, c'était une autre réalisation que au-delà de l'handicap, j'ai un enfant très agréable que je peux emmener partout, dont je peux être fière. Et c'est intéressant de voir comment les situations difficiles peuvent être révélateurs de d'autres aspects. Et cet aspect-là était très appuyé par les infirmières qui m'ont dit « Mais c'est incroyable, on la réveille à tout moment de la nuit. Elle nous accueille toujours avec le sourire alors qu'on la réveille. » Donc en fait, j'ai découvert d'autres aspects du caractère de Morgane grâce à cette hospitalisation. Parce que à la maison, quand elle dormait, je n'allais pas la déranger. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'elle avait ce caractère aussi charmant. Je confirme, elle est très souriante. C'est vrai. Est-ce que quand vous rentrez, quand le pédiatre vous appelle, que vous rentrez à l'hôpital, quelqu'un vous dit... c'est un cancer, on peut dire que c'est un cancer, oui, la leucémie, c'est un cancer que du sang, elle va s'en sortir, que ça se traite, que est-ce que quelqu'un vous donne un espoir ou comment ça se passe par rapport à ça ? Oui, c'était, je dis aussi, c'était une chance. C'est pas le pédiatre qui m'a donné les informations qu'elle a sur l'hospitalisation, les consignes à suivre, mais dès qu'on est rentré dans le service. J'ai pu parler au professeur Lutz qui s'occupe du service d'oncologie pour les enfants. Et lui, il avait un discours ferme mais aussi rassurant dans le sens qu'il connaissait très bien en fait le traitement, cette leucémie-là sur les enfants porteurs de trisomie, qui avait de très bons résultats. Donc c'est aussi une grande chance que j'ai eue d'être rassurée très rapidement. Pour autant, je me suis dit peut-être que c'est pour me donner espoir et pour ne pas me faire baisser les bras dès le départ. Hein. Mais je lui dis c'est pas grave, je veux croire à ça. Je crois en ce qu'il me dit parce que je veux vivre dans l'espoir et je n'ai pas envie de vivre dans le désespoir. Et ça m'a porté tout le temps. En fait, les premiers mots, l'accueil qu'il y a eu par le service, c'était important. Ça m'a porté. D'un autre côté, ce qui m'a énormément touchée, et c'est probablement ce qui m'a le plus touchée de cette situation, c'est la pénibilité pour d'autres familles, en fait, d'avoir leur enfant hospitalisé. Parce que ça m'a fait prendre conscience ce que c'était que d'avoir un enfant hospitalisé et la fratrie à gérer.
Je n'avais qu'un enfant à l'époque, donc c'était pour moi beaucoup plus simple. Je n'avais que Morgane à m'occuper une fois que l'entreprise me soutenait pour rester avec mon enfant. Donc finalement, c'était une situation assez facile de ce point de vue, du point de vue logistique. Mais je me suis rendu compte en parlant à d'autres parents, notamment dans la maison McDo, qu'il y avait les autres enfants qui étaient restés des fois avec le père ou la mère au domicile, parce qu'ils ont l'école, parce qu'il n'y a pas possibilité de les garder toute la journée, ce qui semble logique à la maison McDo, et puis que l'autre parent s'occupe de l'enfant à l'hôpital. Donc il faut bien quelqu'un qui surveille les enfants aussi. Et il faut essayer que l'enfant qui n'est pas hospitalisé puisse continuer dans son environnement normal, ce qui peut aussi peut-être le rassurer d'avoir toujours les mêmes petits copains, etc. Donc ça m'avait beaucoup touchée. Et aussi le discours des parents qui disaient « mais on a l'impression de sacrifier un enfant pour l'autre ». Parce que les autres enfants, ils ne les voyaient pas. Quand ils étaient à la maison McDo, ils ne les voyaient pas s'ils étaient au domicile. Ils les voyaient le week-end, si c'était possible. Parce qu'il y avait aussi des heures de visite spécifiques pour la bonne gestion de la maison McDo. Donc il y avait le week-end, les familles pouvaient se retrouver. Mais ça voulait aussi dire que les parents, les enfants vivaient séparément de leur famille, avec toutes les implications que ça a pour chacun. Il y a aussi d'autres aspects qui m'ont beaucoup bouleversée. Bon, je n'avais qu'un enfant, j'avais encore le souhait d'en avoir d'autres. Mais il y a des enfants qui partent. Et je pense qu'il n'y a rien de pire pour un parent que de perdre son enfant. Ça vous a marqué? Vous avez rencontré des parents qui ont perdu leur enfant? J'ai rencontré des parents dont j'ai su par la suite que l'enfant n'est plus là. Il y a bien sûr eu des enfants aussi qui ont rejoint le ciel pendant la période d'hospitalisation de Morgane. J'ai trouvé que c'était quelque chose qui était fait avec énormément de dignité de la part de tout le monde. C'était géré avec énormément de dignité. Mais pour autant, il y avait vraiment cette prise de conscience que, oui, la vie peut s'arrêter à tout moment. Et que pour les familles, perdre un enfant, perdre un de leurs enfants, perdre le seul enfant qu'ils ont, c'est terrible. Et je pense toujours à ces personnes-là. Pardon. Parallèlement à ça, vous m'avez expliqué et vous l'avez redit, que vous aviez un désir d'avoir d'autres enfants. Voilà. Et donc, pendant que Morgane est hospitalisée, vous faites le choix de repartir en PMA. Voilà. Et donc d'avoir votre deuxième fille. Tout à fait. En fait, je souhaitais déjà un deuxième enfant avant que j'apprenne que Morgane ait la leucémie. Et donc, j'avais déjà contacté le centre et expliqué mon choix. Il m'avait dit, pas de souci, on vous suit. Toutefois, ce ne sera pas avec le même donneur. Le processus faisant qu'à partir du moment où il y a un enfant porteur de handicap issu de PMA, on exclut le donneur. Bien sûr, le donneur a déjà permis la naissance d'autres enfants qui n'ont pas de soucis, mais le processus veut. Donc, je respecte le processus. Donc ça, c'était avant l'hospitalisation de Morgane. Et une fois Morgane hospitalisée, je me suis dit non, je souhaite un deuxième enfant, mais du même donneur, vraiment. Parce que d'abord, je veux un deuxième enfant, et deuxièmement, je veux sauver ma première fille. Et ça faisait aussi partie de l'acceptation de handicap, parce que je n'avais pas du tout envie de perdre mon enfant.
Et juste pour expliquer aux gens, c'est sauver votre fille, c'est-à-dire faire un don si jamais il y avait besoin pour la moelle osseuse et donc elles auraient pu être compatibles potentiellement. Voilà, tout à fait. Le fait d'avoir des enfants issus du même père-mère, hein, même si là on ne peut pas parler de père dans cette situation-là. Patrimoine génétique. Même patrimoine génétique, augmente les chances d'avoir des enfants compatibles. Donc j'augmentais la chance d'avoir un donneur dans la famille si je pouvais être enceinte une deuxième fois, qui était de toute façon mon souhait d'avoir au moins 2 enfants, sinon 3. J'ai juste un petit peu accéléré les choses et j'ai été très claire aussi que je souhaitais vraiment le même donneur, que pour moi la trisomie de ma fille n'était pas due au donneur, j'ai même pas pensé à ça. Que c'était une personne qui m'avait permis d'avoir des enfants. Je suis ravie d'avoir des enfants, d'être mère, et que je souhaitais qu'elles aient le même patrimoine génétique. Et donc, on m'a ouvert ces portes-là. J'ai pu avoir un don, une PMA avec le même donneur. Et la chance est que je suis tout de suite tombée enceinte. Donc, en fait, ma fille était hospitalisée depuis 15 jours et... voilà, je commence à être une deuxième maternité que je cache à tout le monde parce que de faire un enfant seul, c'est encore quelque chose un petit peu tabou à l'époque, il y a 7 ans. Et encore maintenant, je pense. Je ne savais pas si ça allait aboutir. J'avais encore toutes les angoisses d'avoir un autre enfant porteur d'handicap. Pas forcément de trisomie, mais d'autres choses. Donc... il y avait plein de bouleversements au fond de moi par rapport à cette deuxième maternité aussi. D'un côté, c'était pour sauver, dans l'espoir de sauver ma fille, au cas où la chimio ne marche pas. Et d'un autre côté, est-ce que cet enfant-là va être bien portant ? Est-ce que... Voilà, toutes les angoisses de mère, quoi. Mais vous vivez les premiers mois de votre deuxième grossesse à l'hôpital. Tout à fait. Mais c'était très chouette d'un autre côté parce que j'avais presque à disposition le corps médical. Eux étaient au courant, par contre ? Alors, je me suis adressée au service de gynécologie de l'hôpital et je les ai mis au courant. D'accord. J'ai aussi mis le professeur Lutz au courant, qui lui m'a dit mais il n'y a pas besoin de deuxième enfant, votre enfant va s'en sortir, donc c'était à nouveau rassurant. Mais bon, après ça reste des paroles, tant que les faits ne sont pas là, il reste encore la crainte. Et puis au niveau donc du service de gynécologie de l'hôpital de Haute-Pierre, j'ai aussi un très bon accueil. J'ai expliqué ma situation, mes craintes d'avoir un autre enfant porteur d'handicap, et d'un autre côté, que ma fille était en oncologie, hospitalisée. Voilà, que la situation n'était pas très facile, mais pour autant, des fois, on parle du corps médical qui manque un petit peu de psychologie, et je ne sais pas ce que j'ai rencontré. J'étais très agréablement surprise. Et puis finalement, il me propose aussi de faire un examen plus poussé par rapport à cette grossesse pour vérifier certains handicaps qui peuvent être détectés très tôt, parce qu'à l'époque, le test sanguin n'existait pas encore. Donc je fais une biopsie du trophoblast. Ah oui. Très tôt, je crois que ça faisait 10 semaines de grossesse. Donc en fait, déjà, la grossesse n'était pas visible. Et puis, il me le propose, il dit oui, alors quand ? Je dis tout de suite. Alors, en fait, en l'espace de 20 minutes, tout était organisé. Donc, je n'ai pas eu le temps de stresser. J'ai pas eu le temps de m'imaginer est-ce que ça allait être douloureux, est-ce que si, est-ce que ça. J'ai dit on y va. Et voilà, ça a été fait rapidement. Et du coup, ça reste aussi une bonne expérience. À nouveau, c'était fait avec beaucoup de délicatesse, voilà, très respectueux. Voilà. Et quelques jours après, je crois, je reçois l'information, non, tout va bien. Et si vous voulez savoir le sexe, vous pouvez.
J'ai dit oui, ce sera une deuxième fille. Voilà. Et du coup, j'étais rassurée. J'ai pu mener aussi tout ceci avec discrétion, comme je le souhaitais. Donc, c'était une maternité pour moi. C'était pas une maternité que je voulais parler, voilà, très ouvertement. Mais j'étais très heureuse au fond de moi. Et j'espérais que les prochains mois allaient continuer aussi à bien se passer. Dans la vie. Il peut aussi y avoir des accidents après la naissance qui font que... mais je dis merci à ces personnes qui m'ont pas coupé l'envie de réaliser mon souhait d'avoir d'autres enfants. Parce que je pense que l'épanouissement que j'ai aujourd'hui avec deux enfants qui sont rapprochés en âge et qui s'entendent bien, qui jouent ensemble. C'est quelque chose que je n'aurais pas eu si je n'avais qu'un enfant porteur de handicap. Avec tout la stigmatisation qui existe encore dans la société, malheureusement. Et puis tout le suivi, parce que quelque part, j'élève deux enfants, j'élève pas forcément un enfant porteur de handicap. Ça allège la situation. Il y a aussi l'intégration qui est bien différente puisque j'ai deux enfants. À chaque fois, quand je souhaite faire une activité ou sortir, je sors avec mes deux enfants. C'est une famille, c'est pas la mère et son enfant handicapé. Vous voyez, c'est tout un aspect qui est très allégé en fait par la situation. Et ma deuxième fille, paradoxalement, en fait, elle a un développement très rapide, très... Elle est grande, moi, je trouve. Elle est grande, déjà en taille, et elle a aussi un très bon développement au niveau scolaire, etc. Ce qui montre aussi qu'un autre cliché qui pourrait tenter de dire qu'un enfant qui vit avec un enfant handicapé peut avoir des difficultés de développement. Au contraire, j'ai l'impression que ça peut booster, ça peut développer beaucoup d'intelligence sensorielle et plein d'autres aspects. On est parti de loin, parce que je vous ai parlé de votre deuxième grossesse, mais on était encore dans cette période où vous étiez à l'hôpital, donc avec Morgane. Oui. Si on est parti loin, c'est parce qu'il y a une bonne nouvelle. Voilà, elle a guéri, Morgane. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est au bout des 5 mois du protocole qu'on vous avait annoncé, on vous a dit c'est bon, ça y est, le cancer est parti, ou ça s'est fait avant, après? Alors, le protocole faisait qu'elle devait avoir un traitement de 4 chimios, un traitement qui l'obligeait à rester isolée dans une chambre la plupart du temps seule, parce qu'il y a les phases dites d'aplasie, donc là où le système immunitaire est à plat, et l'enfant est très vulnérable par rapport à toutes les infections qu'il peut y avoir. Donc c'est très important de protéger l'enfant dans ces moments-là. Donc les phases d'aplasie allaient aussi être... la durée de la phase d'aplasie allait être décisive par rapport à la reprise de la chimio ou pas. D'accord. Donc en fait, on ne savait jamais trop à l'avance à quel jour allait commencer la chimio. Ça dépendait de comment l'enfant réagissait à la phase d'aplasie, etc. Mais le protocole disait qu'il y avait 4 chimios, point. Et normalement, l'enfant, il devait être... il pouvait commencer sa phase de rémission, devait avoir bien réagi à ce protocole. Au bout des 4 chimios, il n'y avait plus de blastres dans le sang, donc ces cellules cancérigènes. La chimio avait tout nettoyé. Donc il y avait la permission de sortir de l'hôpital. Donc après 5 mois, le protocole avait été terminé. Elle avait remonté de sa phase d'aplasie. Donc c'était sûr qu'on pouvait sortir de l'hôpital. Quand on s'est eu au téléphone, vous m'aviez confié que
Ça a été difficile la relation peut-être avec l'entourage des amis parce qu'ils ont peur de vous dire que eux vivent peut-être des bonheurs, des joies et que finalement vous auriez eu besoin de vous raccrocher au quotidien, aux petites choses qui sont banales pour les gens qui n'ont pas d'enfants malades mais qui Tout font à du fait. bien. Oui, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. C'est autant j'ai trouvé que les amis ont manifesté de la présence au moment de la naissance de Morgane. Je n'ai pas caché le handicap. Ils sont venus, ils ont été très, très agréables, très sympas, très entourants. Et autant par rapport à cette hospitalisation qui était à 110 km de mon domicile et qui forçait l'enfant à être isolé, donc il n'y avait pas le droit de visite. Mais pour autant, le parent ou les parents qui s'occupent de leurs enfants ont eux encore un besoin social, de lien social. Ils ne sont pas confinés à une chambre d'hôpital, certes pendant beaucoup d'heures, mais il y a possibilité de s'en extraire quelques heures. Ou alors, il y a toujours possibilité de recevoir des messages avec les portables, voilà, les emails, etc. Et pendant cette période-là, j'ai subi en fait une grande absence de contact de mes amis proches, des amis que j'avais depuis longtemps, que j'ai toujours en amis. Donc ça n'a pas abîmé du tout la relation d'amitié, parce que j'ai compris aussi je suppose un désarroi. Ils ne savaient pas quoi me dire par rapport à la situation. Et moi-même, je ne sais pas quoi dire dans des situations similaires à des amis qui traversent cette période-là. C'est très difficile de trouver des mots justes quand on ne sait pas l'issue de la situation. Mais ce que je trouvais très important, c'est de continuer à avoir des informations. Ils ont changé de voiture. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme voiture? Des choses très très banales de la vie. Ou alors un de leurs enfants a commencé une autre école, ou ils ont fait des vacances à tel endroit. Moi, je le prenais pas du tout mal, en fait. J'avais besoin de ce type d'informations qui me rattachait à la vie de tous les jours. Et bizarrement, il y a eu des grands silences, en fait, comme si ils n'osaient pas me parler de leur vie de tous les jours, qui, pour moi, étaient rassurantes. Donc, je pense qu'il y avait un gros malentendu. Et je ne peux pas généraliser à toutes les personnes, c'est juste mon vécu à moi qui me dit, moi j'aurais préféré qu'ils me parlent de leur banalité quotidienne, parce que cette banalité quotidienne est super rassurante par rapport à une vie d'hôpital où on vit une routine extrême et on est extrait de notre quotidien du monde un peu. Et la chose qui m'a la plus marquée de cet épisode à Haute-Pierre, c'était vraiment ces enfants avec qui on a des fois partagé la chambre, ou des fois c'était la chambre voisine, et qui s'en sont pas sortis. Et pour les parents, je me dis, c'est vraiment quelque chose de terrible. Alors je peux rencontrer de temps en temps ses parents encore. On se recroise lors de journées qui sont organisées par la Maison McDo, qui sont très sympas en fait, notamment une journée annuelle où il y a le personnel des Maisons McDo des environs qui vient organiser une fête, qui amène toute la logistique. Ça s'est chapeauté aussi par la Maison McDo de Haute-Pierre. Et ça donne l'occasion aux parents qui ont traversé la Maison McDo à un moment de leur vie de se retrouver. Alors il y a des parents qui malheureusement n'ont plus un de leurs enfants et qui reviennent, d'autres qui n'osent pas revenir, qu'ils aient encore leurs enfants ou que l'enfant soit parti parce que c'est trop dur pour eux. Mais je suis en complète admiration des gens qui ont perdu un enfant, qui arrivent à revenir. Je trouve qu'il y a un sens de la vie par cette
par cette situation, j'ai dire épreuve. Hein, il y a plein d'épreuves dans la vie, mais oui, c'est certes une épreuve quand on a un enfant hospitalisé. Mais je suis en totale admiration pour ces gens qui ont dû subir toute cette période d'hospitalisation et qui en plus doivent subir la perte de leur enfant. Le corps médical qui entoure tout ça aussi, j'ai le souvenir d'une énorme délicatesse par rapport aux autres. Je me rappelle qu'il nous cachait vraiment, il n'en parlait pas des situations-là, alors qu'on savait que la nuit passée ou 2 jours avant, l'enfant avait rejoint le ciel. Et j'étais en totale admiration de comment ils arrivaient à continuer à s'occuper des autres enfants. Je savais qu'ils étaient eux-mêmes très peinés. C'est un sacré acte de vie, cacher leur tristesse en tant que soignants qui ont accompagné cet enfant et continuer à vivre dans la vie avec les autres enfants qui ont besoin de soins. Pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à des parents qui sont en train de vivre ce que vous avez vécu ? J'ai envie de leur dire de ne rien lâcher, que s'ils ont des projets, de continuer de les poursuivre, parce que ces projets-là, ce sont des projets qu'ils avaient avant leur enfant malade souvent, ou qui sont très importants pour eux, et que ces projets vont apporter beaucoup d'énergie à la situation et peut-être à leur vie de famille aussi. Même si ça passe par des moments très difficiles, très fatigants, etc., ça va leur donner beaucoup de soupape. Merci beaucoup, Fabienne. Un grand plaisir, Clémentine. Merci. Merci à Fabienne d'avoir accepté de se livrer, d'avoir mis des mots sur son expérience difficile et de malgré tout avoir cette foi en la vie. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec la Fondation Ronald McDonald et enregistré en Alsace pour la Maison de Parents de Strasbourg. Merci aux familles, aux bénévoles, aux soignants. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des autres maisons de parents dans le podcast Dans la Maison des Parents sur vos applis de podcast habituels. Pour plus d'infos sur la Fondation, rendez-vous sur le site fondationronaldmcdonald.fr. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles sur iTunes. C'est la meilleure façon de faire connaître ce podcast. À la semaine prochaine. Très bon week-end à vous.